Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 8 mars 2021, Journée internationale de la femme. Tout d'abord, hier soir a été finalement adopté à l'Assemblée nationale à une forte majorité le projet de loi dite de modernisation du commerce et du respect du corps humain. En effet, notre gouvernement a fait adopter l'une de ses grandes promesses de campagne en réformant le code d'éthique qui bloquait jusqu'à présent tout commerce lié au corps humain. Cette considération d'une autre époque rendait impossible la rétribution pour un don de sang ou d'organes, contrairement à ce qui est fait dans d'autres pays du G7. En nous rendant la liberté de jouir de notre corps comme nous l'entendons, notre législation va permettre la commercialisation du corps humain tout en encadrant enfin cette pratique afin d'en bloquer certaines dérives. Un autre effet de cette loi va être de rendre légale la prostitution en donnant un vrai statut aux travailleurs du sexe. Non, pas trop inquiète. Franchement, j'aurais préféré un DS de 2 heures plutôt que ces tests pourris. J'ai rien compris, j'ai tout foiré. Et je vois pas en quoi ça peut m'aider. Mais si, ça va au moins te permettre de savoir où tu en es. On va pouvoir savoir ce que raisonnablement tu peux envisager. Avec le marché du travail et tout ça, tu peux pas te permettre. T'es plus à un âge où on peut rêver comme ça. Non, bon, c'est bon là, on y va. Oui, allez. Entrez. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors d'abord, dis-moi, comment tu as vécu ces tests? Franchement, Oui, franchement. j'ai tout foiré. J'ai rien compris à vos tests. Alors, déjà que l'école, c'était pas ma tasse de thé, bah alors là... Voilà. Ludivine, soyons clairs, il n'y a rien à réussir. Ce sont des tests de personnalité et d'évaluation permettant de voir, tout en prenant compte bien sûr de tes résultats scolaires, où tu pourrais t'épanouir dans un domaine professionnel. Tu vois, c'est ce que disait ta mère, t'avais pas à t'inquiéter. Dis-moi, tu es au courant des nouvelles professions qui sont ouvertes depuis quelques mois? Après mûre réflexion, on voit 2 directions possibles pour toi. Alors, la première, c'est le commerce du sang et d'organes, mais bon, c'est pas très pérenne, hein, et puis un simple rhume pourrait mettre effectivement tes projets en danger. Et puis d'autant plus qu'il faut capitaliser assez vite parce que c'est une carrière assez courte. De toute façon, j'ai peur des aiguilles, alors... Ludivine, on n'a rien sans rien. Hein? Il faut y mettre un peu du sien. Mais bon, on a la deuxième possibilité qui est la prostitution. Voilà. Alors, il est clair qu'avec le marché émergent dû au changement de législation, je pense que tu arriverais pile au bon moment. Après, c'est à toi de voir pour le statut et la branche de spécialisation. Mais bon, là au moins, ce qui est bien, c'est que tu serais ta propre patronne assez rapidement. Puis alors, avec ton phénotype et ton sourire mignonne comme tu es, moi je pense que tu pourrais très très bien t'en sortir. Tu sais que bon, les écoles de professionnalisation de la prostitution, c'est relativement récent en France, mais c'est pas nouveau, hein. À Valence, il y en a depuis un certain nombre d'années et ça marche très très bien. Moi, je suis donc une femme de 59 ans. J'ai commencé à me prostituer, j'en avais 31. Comme je dis, je suis tombée dans la prostitution. À l'époque, j'étais maman de 3 enfants et en instance de divorce pour des raisons soi-disant économiques, ce qui en fait n'était pas du tout le cas. Effectivement, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais ça n'a pas été la raison de mon entrée en prostitution. Quand je suis tombée dans la prostitution, parce qu'on tombe dedans, j'ai pu constater que c'était lié à passer à une construction, à des violences, abus sexuels, kidnapping paternel. Et donc à 31 ans, par le fait... simplement une goutte d'eau, pouf, j'ai plongé les 2 pieds dedans et j'ai pas réussi à trouver la porte de sortie ou l'escalier de sortie. On a toujours l'impression que c'est qu'on a un choix, qu'on a fait un choix parmi d'autres choix. Et quand on fait le bilan de son vécu, on se rend compte que, bien évidemment, qu'il y a quelque chose qui nous a fait basculer.
et que le choix qu'on a fait n'était en réalité pas un choix mais des conséquences. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous les prostituées, dans la société ? Hormis maintenir les clients déviants dans leur déviance, leur confirmer qu'ils ont raison d'être déviants. Moi, personnellement, c'est aussi ce que je me disais quand j'étais à l'intérieur. Je joue un rôle social. C'est indispensable qu'il y ait des prostituées. C'est indispensable pour éviter les viols. De quel viol on parle ? Le violeur, il ne vient pas voir une prostituée. Le violeur, il a un besoin c'est pulsionnel. Il va passer à l'action à tout moment. Et il ne va pas se dire « Ah, j'ai envie de violer, je vais aller voir une prostituée ». Personnellement, 22 ans, je n'ai jamais eu un client qui m'a dit « Je choisis de venir te voir parce que j'ai eu envie de violer ». Ça n'existe pas. On n'a aucune utilité, hormis de maintenir les clients dans leur déviance et donc de leur maintenir la tête sous l'eau, de les tirer vers le bas, de les tirer vers le haut. Cette nouvelle loi vient donc totalement modifier notre code pénal face à la prostitution en donnant enfin un vrai statut de travailleur indépendant aux travailleurs du sexe. A noter que c'est un marché qui avait été chiffré à 3,2 milliards d'euros en 2015 pour la France, permettant ainsi à l'État de récupérer une véritable manne financière en taxes et autres impôts. De plus, c'est une façon aussi pour notre gouvernement d'intervenir sur la courbe du chômage, comptant à court terme sur la création de plus de 30 à 40 000 entreprises. Cette décision... Tu peux éteindre cette télévision, s'il te plaît, pour ce que ça nous concerne. Pour une fois qu'on est tous ensemble, on ne va pas se pourrir la soirée avec les infos, n'est-ce pas? Alors Gérard, la famille, quelle nouvelle? Oh, rien de très spécial. Si, on est parti les vacances de février au Coche. Une petite station du domaine de la Plagne. C'était super, tout ce qu'il nous fallait. Des petites boutiques, du calme, et puis des dizaines de kilomètres de pistes de ski. Cool. C'est raison d'en profiter. Non, enfin, Gérard exagère un peu. La neige, c'est plus ce que c'était. Je me souviens quand j'étais gamine. Moins 27 degrés et 4 mètres de neige. Maintenant, avec 50 cm, on est content. Oui, mais enfin, on va pas bouder notre plaisir. C'était chouette. Et puis, quand on est là-haut, le réchauffement climatique... Bon. Assez parlé de nous? Oui. Alors ces jeunes, ils font quoi? Pour notre grande, cette année, c'est la terminale. Les révisions qui commencent. Oh, tu sais, j'ai bien taffé cette année, et puis le frangin, il m'a bien aidé. Il sert pas à grand-chose, mais pour une fois... Et toi, mon grand, toujours dans les études de droit? Ah oui, et il a une grande nouvelle à vous annoncer. Jusqu'à maintenant, il nous a fait 2 années de droit sans trop savoir ce qu'il voulait en faire. Mais là, ça y est. Super! Tu sais, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Je le vois avec les nôtres. Je crois qu'on les a trop gâtés. Bon, tu t'orientes vers quoi alors? Le droit, ça sert toujours. Le droit, ça me servira toujours, t'as bien raison. Mais franchement, ça me saoule, là. Non. J'ai vraiment trouvé ce qui m'éclate. Je me lance dans la prostitution. Ah oui. Du coup, t'as un salaire, t'as un statut... Ouais, je monte ma boîte en auto-entrepreneur. En plus, en ce moment, il y a des aides. Donc, si j'arrive à créer ma petite entreprise, d'ici moins de 2 ans... Enfin, un entrepreneur dans la famille. Ça va nous changer de tous ces fonctionnaires, hein. Vas-y doucement, Irène. Oh, je plaisante. Mais bon, j'admire, franchement, chapeau. Aujourd'hui, faut du courage pour se lancer. C'est des jeunes comme ça qu'il nous faut pour relever la France. Et en fait, il y a 3 options. Soit la personne prostituée est une délinquante et on la réprime, soit c'est une travailleuse du sexe, mais dans ce cas-là, on organise tout le marché, y compris le marché des proxénètes et le marché de l'exploitation, et on répond oui à la question est-ce que le corps des femmes peut être acheté par les hommes? Oui. Est-ce qu'on peut utiliser l'argent pour imposer un acte sexuel par la contrainte financière? Oui, ça c'est un modèle. Et l'autre modèle, c'est de considérer au contraire que les personnes prostituées sont plutôt des victimes, qu'elles doivent être protégées, qu'elles doivent être accompagnées, qu'elles ne doivent pas être réprimées, mais qu'on doit aussi les aider à quitter la prostitution. Et c'est ce que va faire la législation française. Et côté néerlandais et côté allemand, ce qui s'appelle la légalisation de la prostitution, mais qui est en fait la dépénalisation du proxénétisme, n'a bénéficié qu'à une catégorie d'acteurs, les proxénètes. Il faut imaginer qu'on a donné un droit légal aux proxénètes d'exploiter la prostitution d'autrui, qu'ils sont devenus des entrepreneurs du sexe qui retirent une licence d'exploitation dans les communes, et que donc en toute légalité, ceux qui étaient hier des proxénètes deviennent des entrepreneurs du sexe. Quel est le problème? C'est la police allemande et néerlandaise qui nous l'explique.
Le problème, c'est que hier, quand vous vouliez arrêter un proxénète ou un trafiquant d'êtres humains, vous le mettiez sous surveillance, vous faisiez des écoutes policières, vous constatiez les faits et vous les interpelliez. Aujourd'hui, ils sont présumés être des entrepreneurs tout à fait normaux comme les autres, et donc on ne peut pas les mettre sous surveillance ou les mettre sous écoute policière. Il faut qu'il y ait d'abord des présomptions de culpabilité, il faut présenter un dossier au procureur, etc. Et toutes ces étapes prennent énormément de temps, et donc ce que nous disent aujourd'hui les Allemands et les Néerlandais, c'est qu'en fait, on démantèle de temps en temps un réseau de prostitution ou de proxénétisme dans un bordel légal, mais qu'à côté, il y en a 3500 en Allemagne qui ne seront pas démantelés parce qu'il y a une présomption de légalité. Ce que disent aussi les policiers néerlandais en 2008, c'est que 50 à 90% des personnes prostituées dans l'industrie légale, c'est-à-dire celle qui a été régulée, sont contraintes à la prostitution et sont des victimes de la traite d'êtres humains. Et en parallèle, ils nous disent la prostitution illégale continue d'augmenter de façon aussi forte qu'avant la loi. Alors que le pari de la loi, c'était de contrôler le marché, mais pour que la prostitution illégale disparaisse. Le bien-être des personnes prostituées a diminué, alors que la loi, qui soi-disant leur offrait un statut de travailleuse du sexe, devait l'améliorer. Pourquoi il a diminué ? Premier élément, parce que sur 400 000 personnes prostituées en Allemagne, il n'y en a que 44, 13 ans après l'entrée en vigueur de la loi, qui se sont inscrites, qui ont demandé à avoir un statut de travailleur du sexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que les personnes prostituées sont des personnes qui sont dans des grandes situations de précarité, qui sont souvent sous l'emprise de réseaux, qui sont désaffiliés socialement. Ce ne sont pas du tout des petits entrepreneurs qui viennent réguler leur business. Ce sont des personnes qui dépendent. On vit dans des sociétés de grandes inégalités, et même objectivement et scientifiquement d'inégalités croissantes. Et dans ce monde-là, aujourd'hui en Allemagne, on organise des séminaires d'entreprise dans les thermes de Budapest qu'on privatise, et on donne des bracelets rouges, bleus et verts aux personnes prostituées pour signifier le standing qu'elles ont. Les patrons, les top managers pourront avoir les bracelets rouges, les mid-managers, les intermédiaires auront un bracelet vert, et les travailleurs plus bas auront un bracelet bleu. Donc on arrive dans un monde qui est complètement déshumanisé, où le marché s'empare de la personne humaine, s'empare du corps des femmes, et heureusement, entre guillemets, il y a une réaction de plus en plus forte pour dire, par une sorte de raisonnement par l'absurde, qu'on allait beaucoup trop loin. De la même manière, en 2005, une femme allemande s'était fait retirer ses allocations chômage parce qu'elle refusait un emploi de prostituée alors qu'elle s'était inscrite à l'agence de l'emploi pour travailler de nuit. Évidemment, le gouvernement fédéral est intervenu pour dire « mais non, on ne peut pas retirer, c'est trop gros ». Dans ces logiques jusque-boutistes ou dans ces raisonnements à l'absurde, on a eu effectivement, dans le sud de l'Espagne, l'ouverture d'une école de prostitution qui annonçait 100% de débouchés garantis, dans un contexte très particulier qui est celui de l'Espagne, avec 50% de chômage des jeunes. Donc voilà la logique libérale jusqu'au bout. On nous dit, ben voilà, 50% de chômage des jeunes, eh bien on a la solution, faites une école de prostitution et vous avez des débouchés garantis. Si c'est un métier comme un autre, alors dans ce cas-là, on retire les allocations chômage aux personnes qui refusent un métier de prostituée. Si c'est un métier comme un autre, alors on envoie les proxénètes sur les salons étudiants pour former les jeunes ou en tout cas faire la promotion de leur emploi. Comme nous le rappelait notre spécialiste, la prostitution et la commercialisation des organes seront pleinement encadrées. Le droit du commerce et du travail devra intégralement s'appliquer à ces deux activités. Pour la prostitution, les contrats de travail en cas de salariat devront comporter les mêmes obligations et mentions que ceux des autres salariés. Bon. Donc, messieurs, dames, les directives sont claires. Pas trop de zèle sur les contrôles au démarrage. On se concentre sur les nationalités et les conditions sanitaires. Je rappelle les bases, elles sont calquées sur celles des Pays-Bas, mises en place en 2000. On en a déjà parlé en réunion préparatoire. À croire qu'on aime bien être à la traîne en France. Enfin, comme d'hab, quoi. Bon, alors, une chambre de minimum 5 mètres carrés. Des femmes majeures et issues de l'Union européenne. Pas de travail sous la contrainte. Pas non plus de contact sexuel non protégé. Vous vérifiez bien la présence de préservatifs et l'état sanitaire global de tout ça. Une hygiène impeccable. Des horaires de travail normaux, pas trop d'heures d'affilée. Je vous rappelle le principe de l'annualisation du temps de travail. Donc doucement, en cas de dépassement des 8 heures, on ne se prend pas la tête.
avec les temps de repos entre 2 journées de boulot. C'est clair? Heureusement que la loi n'est pas passée il y a 5 ans, parce que franchement, je sais pas comment on aurait pu juger des 11 heures entre chaque période de travail. Des horaires normaux, pas trop d'horaires d'affilée. Vu que ça démarre et qu'ils réclament ça depuis longtemps, je pense qu'on n'aura pas de soucis autres que les contrats. En revanche, il faudra vérifier qu'ils reprennent pas leurs anciennes habitudes avec le temps. Mais perso, je me vois pas fouiller les poubelles pour vérifier la présence de préservatifs. Il en va quand même de la santé publique comme de celle des travailleurs du sexe. Non mais ils ont intérêt à avoir du stock, moi je laisserai pas passer ça. Pour moi, la vraie question, ça demeure les flat rates. Je vois pas comment ces systèmes de forfait alcool-sexe à la journée peuvent rentrer dans le cadre légal. On a des retours de nos homologues allemands là-dessus? Ben non, justement non. Ça fait 15 ans que la Suède s'est dotée de cette loi pour pénaliser le client. Alors ils ont, c'est drôle parce que quand ils ont parlé de cette loi, ça fait 15 ans. Hein, et donc quand ils ont voté cette loi, on va dire, je crois que c'était de l'ordre de 60% de la population qui était contre, 60 à 70% qui étaient contre. Et quelques années plus tard, ils ont refait une enquête, et en fait c'était 70% des Suédois ne voulaient absolument pas qu'on enlève cette loi et voulaient absolument continuer avec cette loi-là. Alors le résultat, c'est que la prostitution a diminué de moitié, que la prostitution et les violences n'ont pas davantage augmenté. Ça, je tiens à le dire parce qu'on raconte, quand la prostitution n'est plus autorisée, il y aura davantage de vols, de viols ou de violences. C'est faux. La Norvège a fait une enquête avant de se décider également, a fait une enquête très précise, c'est pas la France, a fait une enquête dont j'ai vu les résultats. Ils ont constaté qu'il n'y avait eu au bout de 10 ans, ou je sais plus, c'était au bout de 8 ans, je sais plus, aucune violence supplémentaire. Et donc la Suède est très contente de sa loi. Alors bien sûr, les réseaux, toujours très intelligents et très au courant des législations, essayent de contourner. Donc par Internet, évidemment, il y a beaucoup moins de prostitution de rue, ça a été très clairement vu. Il y a toujours des possibilités, si vous voulez, en se cachant très très bien, qu'il y ait de la prostitution. Elle n'a pas complètement disparu. On le sait, on n'est pas des bisounours, hein, on sait bien que ça ne disparaîtra pas comme ça. Mais en tout cas, le client est poursuivi. Alors ils ont des méthodes intéressantes, hein, c'est-à-dire qu'ils repèrent les lieux où ça se passe, parce que si un client peut trouver une personne prostituée et lui donner rendez-vous dans un appartement, un hôtel, la police peut faire pareil, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et donc ils vont prendre sur le fait, entre guillemets, quand le client sort, ils interpellent les deux, ils demandent à la personne prostituée s'il y a eu achat d'actes sexuels, et donc, en général, ils constatent que ça s'est fait, et donc ils interpellent le client, mais ils y vont jamais seuls, ils y vont toujours avec un travailleur social, et ça c'est une démarche que je trouve intéressante. Cette loi globale, elle commence par un premier volet sur la lutte contre les réseaux. La lutte contre les réseaux et la protection des victimes de la traite des êtres humains et de la prostitution. La lutte contre les réseaux, c'est parce qu'on sait que maintenant, beaucoup de contacts se font par Internet, que les réseaux s'organisent par Internet pour mettre sur des sites les annonces de prostitution. Donc il faut lutter contre cela. Le deuxième pilier de la loi, c'est d'accompagner les personnes prostituées, qui ont besoin d'un accompagnement social, sanitaire, d'un accompagnement en termes de formation. Et donc pour ça, nous créons une commission départementale qui réunira justice, police, gendarmerie, associations qui accompagnent les personnes prostituées, pour accompagner les personnes et évaluer l'envie de personnes de sortir de prostitution et leur mettre en place avec elles un parcours de sortie dans lequel il faut qu'elles s'engagent pour bénéficier d'aides financières, pour pouvoir avoir des documents, des papiers, pour celles qui sont étrangères, parce que je rappelle qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère, pour qu'elles aient des papiers, tout un parcours de sortie qui leur permette de s'insérer, de s'intégrer en tant que citoyenne, comme n'importe quelle autre citoyenne. Donc ces associations seront aidées financièrement pour accompagner les personnes prostituées, mais il y a le couvert sous l'autorité du préfet, que cette commission puisse statuer sur le parcours, est-ce qu'il est suivi, pas suivi, est-ce que la personne retombe dans la prostitution, est-ce que... voilà. Donc on aura tout ce schéma qui va être mis en place, et le service des droits des femmes travaille déjà sur les décrets d'application, etc. Le troisième pilier très important pour la jeunesse, dans le Code de l'éducation, nous faisons ajouter une sensibilisation à la jeunesse sur la lutte contre la marchandisation du corps, qu'on inculque, qu'on fasse comprendre aux jeunes qu'un corps, ça se respecte, son propre corps, le corps de l'autre,
et qu'en aucun cas on ne peut acheter un corps humain. On ne peut pas acheter même un acte sexuel. Ça fait partie de la non-marchandisation qu'on doit absolument refuser. Un corps humain ne peut pas être acheté. C'est quelque chose qu'il faut refuser. Et on le met dans le code de l'éducation parce qu'on voudrait que la jeunesse soit complètement persuadée de cela. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, c'est la responsabilisation du client. Donc je disais, le client, c'est jusqu'à présent celui qui pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. Complètement indifférent à ce qui pouvait se passer pour la personne prostituée, indifférent au fait que son argent alimente les réseaux, donc tout le monde crie sur les réseaux, sur les trafics. Il faut savoir que la prostitution fait partie du 3e trafic criminel dans le monde. Après les armes et la drogue, c'est la prostitution qui rapporte le plus d'argent. Donc le client ne peut plus faire semblant de ne pas le savoir. Donc on le responsabilise en lui disant que s'il achète un acte sexuel, donc sous-entendu il donne de l'argent au réseau, eh bien, il va être pénalisé. Il est pénalisé par une contravention de 5e catégorie et si il récidive, il peut du coup encourir un délit avec éventuellement donc peine de prison. Dans ce 4e pilier de responsabilisation du client, il y a aussi la mise en place d'un stage, et un stage de responsabilisation dans le sens où on va lui faire comprendre ce que c'est que de se prostituer, que d'être obligé de se prostituer. Et en fait, ça marche sur des conjoints violents. Il y a 2-3 endroits en France, que je connais en tout cas, dans le Nord, mais aussi en Essonne, où une association du contrôle judiciaire en Essonne, par exemple, accompagne des conjoints violents qui ont battu leur conjointe, leur compagne. Elle les accompagne pour justement leur faire prendre conscience de ce qu'ils font, leur apprendre le respect de leur conjointe, et ça marche vraiment bien. Et des hommes disaient d'ailleurs, mais pourquoi on ne nous l'a pas dit plus tôt? Ils étaient dans une culture de dire, bah non, je suis mariée, c'est ma femme, ou je ne suis pas mariée d'ailleurs, c'est ma femme, je fais ce que je veux, elle m'appartient. Et le client de la prostituée, c'est pareil, c'est je paye, donc je fais ce que je veux, voilà, je m'en fous complètement de ce qu'elle peut ressentir. Au-delà de la pénalisation, parce que notre but, c'est pas d'aller mettre les gens en prison ou de forcément les faire poursuivre par la police, c'est de faire de la pédagogie et de faire comprendre qu'il faut se respecter mutuellement et que le fait qu'on ait de l'argent ne peut pas autoriser quelqu'un à faire ce qu'il veut, quand il veut, et sans se soucier de savoir ce que pense la personne qu'il a en face. Donc c'est une loi humaniste, féministe, parce qu'évidemment elle travaille sur l'égalité femmes-hommes, évidemment. C'était, je crois, la dernière loi qui manquait pour l'égalité femmes-hommes. On a tout fait, on a tout voté depuis 2005, 2004, 2010. Il y a eu des lois pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter contre le harcèlement sexuel, pour lutter contre le harcèlement dans les transports, pour lutter contre l'inégalité professionnelle, contre le viol conjugal. Tout ça, ça existe. Il manquait que celle-là, pour mettre un terme justement au fait que la femme peut être considérée comme un objet, et comme un objet de plaisir éventuellement, enfin pour lui, pour le client, mais pas pour elle en tout cas. Et il faut savoir que vous parliez d'une association de travailleurs, entre guillemets travail, parce que pour moi c'est pas un travail, du sexe. Il faut savoir qu'ils demandent l'abrogation de nos lois sur le proxénétisme. Ils voudraient que le proxénétisme ne soit plus interdit en France. Donc c'est quand même grave. C'est grave, ça veut dire que voilà, on institutionnalise le fait que ce soit un métier d'être proxénète et de se servir sur la misère humaine. C'est, comme disait Victor Hugo, la misère offre et la société accepte. Donc jamais on peut accepter une chose pareille.